Il y a une trentaine d'années, Jean-Pierre Vernant publiait un livre qui s'est intitulé « L'individu, la mort, l'amour, soi-même et l'autre en Grèce ancienne », qui réunissait des articles qu'il avait publiés au fil du temps. Et l'un de ces articles, le dernier, si mes souvenirs sont bons, s'appelait « L'individu dans la cité ». Et c'était une réflexion sur le statut de l'individu. Est-ce qu'on peut parler d'individu en Grèce ancienne? Il distinguait à cet effet trois variétés ou formes d'individuation, trois catégories. D'abord l'individu empirique à l'intérieur d'un groupe social. Et il faut préciser aussi qu'à chacun de ces catégories d'individus, il faisait correspondre un genre littéraire. Et donc la première catégorie, l'individu empirique, avec un statut reconnu comme tel dans la cité, correspondait à la biographie. Donc un texte écrit sur lui par quelqu'un d'extérieur. La deuxième catégorie, c'était le sujet. Et là, ça correspondait à l'autobiographie, aux mémoires, c'est-à-dire à la réflexion d'un individu sur ce qu'il est lui-même, donc un retour réflexif. Et finalement, la dernière catégorie, c'était le moi, dont la traduction littéraire était les confessions, laissant apparaître en somme la vie intérieure, l'intime, et il constatait que, comme genre en tout cas, cette dernière catégorie n'existait pas, ce qui n'empêchait pas nécessairement la possibilité de l'existence d'un moi, mais qu'il fallait débusquer ailleurs que dans ce genre classique, dont l'expression la plus connue, c'est Rousseau, les confessions. Et cette réflexion initiale de Vernant a déclenché évidemment beaucoup de recherches, et notamment un séminaire, ou un colloque plus exactement, qui était organisé par Frédéric Ildefonse et Gwenaël Aubry, qui s'appelle « Le moi et l'intériorité », qui a réuni pour l'essentiel des spécialistes de l'Antiquité, des spécialistes des textes et de la philosophie de l'Antiquité, pour réfléchir sur cette question de ce qu'est le moi dans l'Antiquité. Et à l'intérieur de ce livre, il y a non seulement une introduction générale à ce problème général donc de ce que c'est que le moi. Il y a deux introductions, l'une de Gwenaël Aubry et l'autre de Frédéric Ildefonse, et puis un article très intéressant qui se pose la question de savoir si on cherche le moi dans l'Antiquité grecque, où le chercher. Et donc il m'a paru évident que si on voulait réfléchir à cette question de ce que c'est que l'individu dans la Grèce ancienne, c'était à Frédéric Ildefonse qu'il fallait le demander. Frédéric est helléniste, philosophe, mais aussi philologue. Elle combine avec beaucoup de brio ces deux compétences, et elle est directrice de recherche au CNRS. Elle a travaillé, elle a publié sur des choses qui paraissent en première approche un peu différente. Elle a travaillé sur la naissance de la grammaire dans l'Antiquité grecque. Elle a aussi travaillé sur les stoïciens. Elle a publié plusieurs traductions, mais elle travaille aussi depuis des années sur un livre, une sorte de monographie en tout cas, une synthèse de ses recherches sur la question de l'intériorité dans le monde grec. Et évidemment, c'est une conséquence immédiate sur la façon dont on conçoit le moi dans cette tradition culturelle. Donc elle a accepté fort gentiment de venir nous donner
un aperçu de cet énorme travail qu'elle poursuit depuis des années, et je lui suis très reconnaissant pour cela. C'est moi qui remercie vivement Philippe Descola de m'avoir invité à parler aujourd'hui dans son séminaire. Et comme de bien entendu, nous avions le même début, c'est-à-dire la référence au texte de Vernon, au livre « L'individu, la mort, l'amour », sous-titré « Soi-même et l'autre en Grèce ancienne », et une référence également à cet article intitulé « L'individu dans la cité ». Donc je ne vais pas répéter ce que vient de dire Philippe, juste ajouter une chose qui en fait préludait aux trois distinctions qu'il donne et que Philippe vient de rappeler, à savoir la distinction entre l'individu, stricto sensu, le sujet, et le moi et la personne. En fait, il objectait en quelque sorte cette distinction à celle qu'il avait trouvée dans Le souci de soi de Michel Foucault. Michel Foucault distinguant, pour penser l'individu et l'individualisme, trois choses distinctes, donc, que je rappelle, après que Vernon lui-même les avait rappelées. Premièrement, la place reconnue à l'individu singulier et son degré d'indépendance par rapport au groupe dont il est membre et aux institutions qui le régissent. Deuxièmement, la valorisation de la vie privée par rapport aux activités publiques. Troisièmement, l'intensité des rapports de soi à soi, de toutes les pratiques par lesquelles l'individu se prend lui-même dans ses diverses dimensions, comme objet de sa préoccupation et de ses soins, la façon dont il oriente et dirige vers lui-même son effort d'observation, de réflexion et d'analyse. Et donc Foucault disait le souci de soi et aussi le travail de soi sur soi, la formation de soi à travers toutes les techniques mentales d'attention à soi-même, d'examen de conscience, de mise à l'épreuve, de repérage, d'élucidation et d'expression de soi. Ce qui amenait Vernon à sa triple distinction, c'était l'analyse du fait que ces trois sens ne se recouvraient pas à l'évidence. Et je voudrais juste ajouter à ce qu'a dit Philippe la manière dont il commentait cela. Il écrivait « Dans une aristocratie militaire, le guerrier s'affirme comme individu à part dans la singularité de sa vaillance exceptionnelle. Il n'a nul souci de sa vie privée, ni d'un travail sur soi par l'auto-analyse. Inversement, l'intensité des rapports de soi à soi peut aller de pair avec une disqualification des valeurs de la vie privée et même avec un rejet de l'individualisme, comme dans la vie monacale. » Donc ça, c'était le premier petit point dans les interstices du texte de Vernon que je voulais rappeler. Philippe a rappelé la manière dont Vernon faisait correspondre trois genres littéraires à la triple distinction individu, sujet, moi, personne. Je voudrais souligner juste un point supplémentaire. Donc, il renvoyait notamment sur le travail sur de la biographie et l'autobiographie aux travaux d'Arnaldo Momigliano. Et il ajoutait, comme Philippe l'a dit, pour ainsi dire, l'absence de la troisième catégorie, c'est-à-dire l'absence, plus exactement, de confessions ou de journaux intimes, comme corrélat d'une catégorie, du moi ou de la personne. Et il disait des termes que je voudrais... il disait une chose que je voudrais reprendre. Il dit « Il n'y a pas dans la Grèce classique et hellénistique de confessions ni de journaux intimes. La chose est impensable. » Et il ajoute « Mais comme l'observait Georg Misch et le confirme Arnaldo Momigliano, la caractérisation de l'individu dans l'autobiographie grecque ignore l'intimité du moi. » Donc ce que Philippe a dit. Donc c'est ces deux termes que, dans un exposé centré sur le sujet du séminaire, c'est-à-dire l'individu, ce sont ces deux expressions, plutôt ces deux formulations que j'aimerais garder en tête. La chose est impensable et l'ignorance de l'intimité du moi. Comment reprendre à partir de là l'enquête sur l'individu, l'individualité ?
Nous avons bien sûr également retenu de la Grèce le moment de l'émergence de la cité, de la police, et avec elle l'originalité politique qu'elle représente. Ce n'est pas sur cet aspect que je centrerai mon propos, mais j'en dirai un petit mot. Chaque citoyen, ce qui exclut tout de même les femmes, les métèques et les esclaves, est membre d'une communauté qui se caractérise par l'égalité des droits politiques et l'égalité d'un accès à la parole politique. C'est l'interrogation sur l'art politique qui se dessine alors, la techné politicae, qui fait en grande partie l'objet d'un dialogue comme le Protagoras de Platon. Pour ce qui est de construire des édifices, on s'adresse à l'architecte, de construire des navires, aux constructeurs de navires. Pour ce qui est de la politique, en revanche, chacun, indifféremment, quelle que soit sa compétence technique, prend la parole pour donner des conseils. La situation de la parole à Athènes suggère donc que l'art politique est l'art de chacun. Cette problématique croise la question de l'individu entendu comme particulier, comme idiotesse en grec. Je ferai une première remarque terminologique. Si l'on veut parler d'individu dans la Grèce antique, on ne peut pas se borner à rechercher un seul terme grec que ce mot, ce terme, ce concept viendrait traduire. La question de l'individu, de l'individualité et de l'individuation concerne en Grèce ancienne plusieurs enquêtes. Le champ est extrêmement vaste. J'essaierai aujourd'hui de sélectionner quelques aspects saillants de différentes enquêtes qui concernent pourtant cette question au premier chef. On peut préciser en premier lieu, et on touche là d'emblée à un point que Philippe de Scola avait mis en évidence lors de la première séance de ce séminaire, puisqu'il prenait en compte non seulement les humains, mais aussi les non-humains, les plantes et les artefacts, que la question de l'individu n'est pas du tout seulement la question de l'être humain. Et commencer par là implique de porter l'accent sur l'élaboration aristotélicienne de l'individu à laquelle je consacrerai le premier temps de cet exposé. L'individu a à voir avec ce qu'on appelle, après Aristote, ousia, qu'on traduise par essence ou par substance. Le terme ousia existe déjà chez Platon et dans la langue grecque en tout cas, où il renvoie à un bien matériel, une possession. Mais Aristote va changer considérablement l'usage de ce terme. L'individu a à voir avec ce qu'Aristote, dans les catégories, appelle ousia prote, essence ou substance première. Et si je dois citer un texte, c'est un passage du chapitre 5 des catégories. Il semble bien que toute essence signifie un ceci. Pour les essences premières, il est incontestablement vrai qu'elles signifient un ceci. En effet, ce qu'elles désignent est individuel et numériquement un. Individuel traduit ici atomon, qui est en grec le terme qui a motivé, en traduction, le latin individuum. Atomon, avec alpha privatif, en est l'exact correspondant. Il signifie ce qui ne peut pas être coupé, du verbe temno, qui signifie couper. Anne Merker, dans un article intitulé « Faire un à plusieurs, l'amitié comme disposition éthique et politique, réflexion à partir d'Aristote », rappelle que le terme individuum a été forgé par Cicéron pour traduire l'atomon des atomistes. Mais l'idée de l'atomon apparaît en premier lieu chez Platon, où il caractérise le terme résiduel d'un processus de division. C'est le terme, en fait, atméton, qui figure dans le Phèdre en 277 B7. Il s'agit de diviser par espèce en divisant toujours par deux, c'est la méthode qu'on appelle dichotomique, jusqu'à atteindre l'indivisible, to atméton, qui est donc un indivisible résiduel. Indivisible concerne donc moins, comme le note Anne Merker dans cet article, ce que nous appelons communément l'individu, qu'il ne concerne ce qu'on appelle espèce dernière. Et c'est en ce sens que nous retrouvons, et c'est ce sens que nous retrouvons également chez Aristote dans les parties des animaux. Pourtant,
dans les catégories d'Aristote, atomon vient caractériser non pas une espèce dernière, mais ce que nous appelons communément individu, pourvu qu'on entende par là, précise Aristote, je le répète, un ceci indivisible et un en nombre. La formule grecque que je commenterai est todéti. Reprenons. La question de l'individu, de l'individualité, de l'individuation, qui touche au sens de ce qu'est une ousia, une essence, plus précisément l'essence qu'on dit première, s'avère bien plus vaste que ce qui concerne l'individualité de l'être humain. On peut présenter cette ousia comme ce qui vient conjurer en philosophie ce que j'appellerais la hantise de l'héraclitéisme. Cratyle d'Athènes soutenait qu'on ne peut rien dire et se contentait de bouger le doigt. On se rappelle la parole d'Héraclite, il n'est pas possible d'entrer 2 fois dans le même fleuve, tant il change continuellement. Cratyle, lui, était d'avis qu'on ne pouvait pas même y entrer 1 fois. Dans le mobilisme universel qu'il soutenait, il pensait qu'il n'est pas possible d'énoncer, seulement de montrer. Chez Aristote, il existe quelque chose qui vient correspondre par son caractère déterminé à l'acte de montrer, qu'on appelle en grec deixis, et que ce quelque chose constitue un point d'arrêt pour celui-ci. Or, c'est précisément ce corrélat réel de l'opération de montrer qu'Aristote appelle un todéti, un ceci. Ce point d'arrêt de l'acte de deixis est aussi le point d'ancrage de l'énoncé qui sera tenu sur lui. Or, et pour Aristote, ousia, essence, ce qui n'est prédiqué de rien, ce qui ne se dit de rien, est né de rien d'autre qu'elle-même, alors qu'un accident ne peut qu'être en étant dans autre chose. Par exemple, dit Aristote, tel blanc donné est dans un substrat, à savoir le corps. Les qualités ne se promènent pas toutes seules. Le chapitre où apparaît le todéti, le ceci donné, le ceci, par lequel l'individu, avec l'identité numérique, entre dans le texte des catégories, ce chapitre, qui est le chapitre 5, débute par une définition de l'ousia, que je viens de vous résumer, dont Aristote donne les exemples suivants. Tel homme donné, tel cheval donné. En grec, c'est otis anthropos, otis hippos. Il faudrait essayer de bien comprendre le lien de signification entre l'essence première et le todéti. Aristote ne dit pas en effet que l'essence première est un todéti, mais qu'elle signifie semainei, ou qu'elle renvoie à un todéti, à un ceci. C'est d'ailleurs pour expliquer le fait qu'il est indiscutable que les essences premières signifient un ceci qu'Aristote explicite ce qu'est un todéti dans les termes que j'ai cités, à savoir un individu au sens d'un point d'arrêt de la division et au sens de quelque chose d'un, numériquement. Or, ce qui est vrai incontestablement de l'essence première, par exemple tel homme donné, tel cheval donné, ne l'est pas de ce qu'Aristote appelle essence seconde. Exemple, homme, cheval. L'opposition entre essence première et essence seconde correspond ainsi à l'opposition entre ceci et qualifié. Cette opposition séparant, dit Aristote, un substrat, un, numériquement, et quelque chose qui se dit de plusieurs, catapolone. En effet, homme ou cheval se disent bien de plusieurs. Et Aristote ajoute, alors qu'une essence première signifie un ceci, ou renvoie à un ceci, une essence seconde signifie une certaine essence qualifiée, poian, tina, ousian. Quelques mots de clarification sur les termes employés. On peut rapprocher dans tel homme donné, otis anthropos, anthropos signifiant homme,
on peut rapprocher le syntagme otis, plus substantif, du syntagme todeti. Todeti qui fait apparemment oxymore puisqu'il conjoint un démonstratif de la proximité, ceci, et un pronom indéfini, quelque. Littéralement donc, quelque ceci. Que Jean Lalo et moi-même, quand nous avons traduit les catégories, avons simplement traduit par ceci, pour ne pas dire quelque ceci à chaque fois. Et ce qui sert à désigner un étant singulier non spécifié. Otis anthropos, tel homme donné, en revanche, est un todeti, un ceci, auquel s'ajoute la spécification de ce que nous appelons l'espèce, homme. En d'autres termes, tel homme donné est un individu singulier de l'espèce homme. En jouant sur l'indéfini tis et les différents syntagmes forgés par Aristote, on distinguera donc entre o anthropos, o étant l'article défini, l'homme, qui définit en fait l'espèce, homme, ou l'homme en général. Tis anthropos, un certain homme. Todeti, un ceci, référent de mon acte de deixis, de mon geste de deixis, sans détermination de l'espèce. Je peux très bien dire todeti d'un cheval ou d'un homme. Et otis anthropos, un ceci, un todeti, auquel on a ajouté la détermination de l'espèce, homme. On notera que dans les deux premières expressions mentionnées, otis plus substantif et todeti, la fonction de l'indéfini, tis, est paradoxalement moins de signifier l'indéfini que de souligner la singularité. Et Jean Lalo précisait que cet emploi singularisant de tis, sans être tout à fait étranger d'ailleurs au grec courant, n'en doit pas moins être identifié comme un trait caractéristique de la langue d'Aristote. Mais qu'est-ce qui fait d'un todeti un ceci donné ou un ceci déterminé? Ceci pose la question de l'individuation. Sans entrer dans le très lourd et très long et très complexe débat de savoir s'il y a individuation par la forme, s'il y a individuation par la matière, je voudrais ajouter quelques éléments au débat qui permettent de faire avancer un tout petit peu la réflexion sur l'individu. J'ai pris quelques éléments du livre Zeta de la métaphysique dans lequel je me suis replongée à cette occasion et dans lequel je pourrais me plonger à nouveau très longuement sans en épuiser la teneur et la complexité. Je voudrais simplement extraire quelques éléments qui me paraissent clarifiants. Il est par ailleurs intéressant de relever, ne serait-ce que dans le cadre d'une traduction particulière, comme les celles historiques de Jean Tricot, quels sont les termes grecs que viennent traduire dans la métaphysique et dans le livre de Zeta les mots individu, individuel ou individualité. J'ai pris la traduction Jean Tricot parce que, quand j'étais très jeune, c'est la traduction dans laquelle j'ai lu pour la première fois la métaphysique et il en reste quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a dans ce texte difficile quelque chose comme une familiarité qui s'est forgée et quand bien même il faut rendre hommage à toutes les traductions qui ont suivi, toutes celles qui sont en cours et se reporter au texte grec, il n'en reste pas moins qu'on peut toujours lire cette traduction et s'y reporter précisément, comme je le disais, pour les termes que viennent traduire les mots individu, individuel ou individualité en français. Dans cette relecture, j'ai permis de revoir à quel point le livre de Zeta est d'ailleurs ponctué par un certain nombre de définitions qui, quand bien même elles sont difficiles, permettent d'établir quelques ordres de priorité conceptuelle, ce qui n'est pas de refus dans un texte pareil et dans une pensée pareille. Notamment, on l'a vu, il faut prendre en compte ce qu'Aristote appelle « hypokeimenon ». Les prédicats supposent en effet un substrat déterminé,
Et Aristote dit « quelques substrats déterminés pour eux, qui est précisément ce que Tricot traduit, la substance et l'individu, ou l'essence et l'individu, est ousia, kaito, katekaston. » Voici un autre candidat. Sans entrer dans les difficultés du rapport entre ces concepts, ousia et hypokeimenon, on peut donc dire que pour un individu donné, il faut penser un socle déterminé pour les prédicats qui le concernent. Ici se trouve donc introduit le terme hypokeimenon, qu'on traduit souvent par sujet, mais au sens de ce qu'on dit en philosophie la subjectité et pas la subjectivité, celle du sujet qu'on connaît mieux, mais que je préfère traduire par substrat, étymologiquement aussi parce que substrat suggère bien ce que, me semble-t-il, hypokeimenon vient faire et dire, du verbe hypokeistai. Étymologiquement, comme l'a commenté Rudolf Böhm, le jacent en dessous, hypokeistai, ou ce qui se tient sous les prédicats. Il y a quelque chose de déterminé, en effet, qui se tient sous les prédicats. Et ici donc, dans la formulation que je citais, intervient un autre terme que je soulignais, que Jean Tricot traduit par individu, à savoir tokatekaston. Individu vient traduire tokatekaston, qu'on peut également traduire par particulier. Katekaston, on a ici une préposition kata qui signifie, disons, s'appliquant à, et un accusatif, l'accusatif de ekastos, chacun, qui est ce que j'appellerais un pronom distributif. Défini dans son sens aristotélicien comme ce qui, dans son sens le plus fondamental, premier et principal, est ce qui ne se dit pas d'un substrat, ni naît dans un substrat, par exemple, les fameux tel homme donné ou tel cheval donné, l'essence première aristotélicienne semble bien être ou renvoyer à ce qu'on a envie d'appeler tout de même un sensible singulier. À aucun moment, toutefois, Aristote n'utilise dans les catégories l'adjectif sensible à propos des essences premières, ce qu'il fait en revanche dans un texte des premiers analytiques où il les nomme également en utilisant ce que nous appelons, nous, noms propres, Cléon et Callias, le sensible singulier. Et je traduis là le sensible singulier to, katekaston, à nouveau, kai, aisteton. Donc voilà, j'en viens à cette précision-là de l'absence de sensible dans les catégories, de sa présence dans les analytiques, à l'occasion de katekaston, que Tricot traduit individu, qui veut dire particulier, mais qui peut bien, semble-t-il, dans ce contexte-là, se traduire également individu. En tout cas, le traducteur le plus récent traduit to katekaston, kaiekaston, le sensible singulier. Aristote précise, pour revenir au livre Zeta de la métaphysique, que de ce cercle-ci, c'est-à-dire un de ces cercles individuels, ton katekasta, qu'il soit sensible comme les cercles d'airain ou de bois, ou intelligible comme les cercles mathématiques, il n'y a pas de définition. On ne le connaît, dit Aristote, qu'à l'aide d'aïstésis. On retrouve l'aïstéton, le sensible. On ne les connaît qu'à l'aide de la perception, de la sensation, aïstésis, ou de la noésis, intuition, pensée. En tout cas, il s'agit là du corrélat de ce qui se passe pour le cercle mathématique par rapport au cercle sensible. En tout cas, et c'est important de le préciser, il n'y a pas d'orismos, il n'y a pas de définition déterminante. En revanche, il y a connaissance, car ils sont connus par sensation ou par noésis, disons intuition. L'individu qui vient traduire ce qu'Aristote appelle ceci ou ceci déterminé, todéti, implique également la distinction entre des concepts bien connus pour Aristote, à savoir la matière, la forme et le composé des deux.
En tant que précisément l'individu ou le ceci est déterminé, il y a entre lui et la matière une différence radicale. Et Aristote dit, je traduis avec Tricot, j'appelle matière ce qui n'est par soi ni existence déterminée, ni d'une certaine quantité, ni d'aucune autre des catégories qui déterminent ce qui est. Je ne peux pas montrer de l'informe, montrer au sens strict. Je peux désigner une zone informe, mais je ne peux pas pointer. Dans l'ousia, en revanche, quelque chose se trouve circonscrit par une forme. Or, dit Aristote, on est d'avis que le fait d'être séparable et d'être une chose individuelle, un ceci, appartiennent au plus haut point à l'essence, à l'ousia. Les individus du monde physique sont décomposés de matière et de forme, et c'est la circonscription qu'opère la forme qui fait d'un individu un être séparé et objet d'un acte de monstration. L'individu est un être séparé par l'effet d'une forme qui est elle-même indivisible. Aristote dit que la forme est atomone, sans qu'elle soit une numériquement, dans la mesure où elle se dit de plusieurs. Ainsi, le principe, semble-t-il, c'est bien là la forme. Et lorsqu'Aristote déclare que la forme aussi, ou, je cite, quel que soit le nom qu'il faille donner à la configuration réalisée dans le sensible n'est pas soumise au devenir, il faut bien comprendre, semble-t-il, que le concept dominant, c'est celui de forme, en grec eidos, qui paraît ici plus complexe qu'un autre, qui est un candidat à se faire traduire par forme en français aussi, à savoir morphée. Puisque là, il dit bien qu'il parle de l'eidos, forme, ou quel que soit le nom qu'il faille donner à la configuration réalisée dans le sensible, ten, ento, aisteto, morphé. Morphène, c'était un accusatif. Donc c'est le concept d'eidos qui vient expliciter la configuration dans le sensible. La forme, c'est ce qui conjure l'informe, ce qui garantit contre lui, par elle quelque chose de déterminé et circonscrit dans l'espace, visuellement reconnaissable et pour ainsi dire bouclé. Il importe de porter l'accent sur ce caractère séparé de l'individu. Comme l'a souligné Jules Villemin, qui dit essence dit séparabilité. Or, seul ce qu'Aristote appelle ousia proté, essence première, est réellement séparé. Comme individu séparé, l'essence première aristotélicienne n'est pas dans un sujet, dans un substrat, comme le blanc est dans un substrat qu'est le corps. Ce caractère séparé rejoint le fait que ce que désigne ou ce à quoi renvoie une essence première est individuel et numériquement un. Conformément aux critères de séparabilité, l'ousia possède, à la différence de la matière, comme l'écrit Jules Villemin, la propriété d'être séparable, choriston, par soi, katoto, et d'être véritablement une chose individuelle. Aristote précise encore, il semble bien que ce que l'essence a de plus propre, ce soit, étant la même et numériquement une, de pouvoir admettre les contraires. Par exemple, à la différence d'une couleur qui sera numériquement une et la même, et ne pourra être blanche et noire, à la différence d'une action numériquement une et la même qui ne pourra être bonne et mauvaise, tel homme particulier, dit Aristote, tel homme donné, otis anthropos, étant un et le même, eis kaito kaio otos on, passe du blanc au noir, du chaud au froid, du vil au noble. Numériquement une et la même, l'essence peut admettre les contraires sans cesser d'être lui-même. Cette dernière caractéristique est bien sûr essentielle, sans jeu de mots, et tout s'y a ce qui peut recevoir les contraires sans pour autant cesser d'être lui-même, sans se trouver dissous. Il y a là un principe de constance, quelle que soit la variété affectante. Il y a donc résistance à ce que serait un héraclitéisme ou un cratilisme total. L'ousia est quelque chose qui résiste à l'épreuve des contraires.
C'est donc le lien entre la singularité et la tolérance des contraires, le fait qu'on puisse demeurer le même en endurant les contraires, qui caractérise l'individu entendu comme essence première. L'individu, c'est ce qui parvient à demeurer malgré les changements qui l'affectent et ce qui demeure identifiable malgré ceux-ci jusqu'à ce que la mort le dissolve. L'individu se trouve par là lié à sa propre identité, à la circonscription d'un être séparé, circonscription par une forme visuelle et logique. On peut ajouter, est aussi individu ce qui est identifiable et peut faire l'objet d'une nomination propre. Il importe ainsi de faire le rapport que j'ai esquissé entre nom propre et individu, ce point ayant particulièrement été élaboré par les stoïciens, j'y reviendrai. Après cette première circonscription de l'individu, je voudrais poursuivre sur la question de l'individu dans l'éthique grecque en suivant le fil de son caractère séparé. Et je poursuivrai ce second moment en 2 temps. Avec Aristote un instant encore tout d'abord, en portant l'accent cette fois sur sa pensée du philos, de l'ami, et sur 2 autres développements corrélatifs à cette pensée de l'ami. En second lieu, avec une réflexion sur le stoïcisme, dont l'examen reprend la question posée par Philippe d'Escola au début de son séminaire sur la validité de l'opposition entre société individualiste et société holiste. On peut aborder la pensée éthique de l'individualité par la question de la philia, qui n'est d'ailleurs pas exactement ce que nous appelons, nous, amitié. On peut penser à la manière dont chez Platon, par exemple, dans le mythe du Protagoras, Dieu lui-même doit faire don aux hommes afin d'éviter qu'ils s'entretuent, d'aidos et de dikē, de la justice, dikē, et de l'aidos, la pudeur ou la vergogne, comme on parle d'un individu sans vergogne, afin que les hommes soient en mesure de forger entre eux des liens de philia. Pour qu'il y ait philia, il faut qu'il y ait justice et pudeur ou vergogne. On peut également penser à la manière dont, à la fin de la République, Platon unit les dieux et les hommes par des liens de philia. Ce qu'Aristote, lui, ne soutiendra pas, puisqu'il niera pour sa part qu'on puisse être ami avec ce que lui appelle Dieu. Faut-il au passage ou non parler d'individualité divine pour le Dieu aristotélicien, premier moteur immobile, acte pur, pensée de la pensée? Certainement oui. Faut-il parler pour les dieux du polythéisme grec d'individualité divine? Je reviendrai sur ce point un peu plus loin. Mais reprenons sur l'ami. Aristote définit l'ami un autre soi-même, en grec, allos, autos. D'autres expressions voisines existent chez Aristote lui-même, aussi chez Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme. C'est pourtant celle-ci, à mon sens, qui mérite le plus d'attention. On en trouve en fait chez Aristote 2 formulations, pour faire vite. D'une part, l'ami est un autre soi-même. D'autre part, l'ami souhaite être un autre soi-même. Un passage de l'éthique à Eudème dit en substance, je le résume scandaleusement, l'ami souhaite être un autre soi-même, mais il y a de la séparation entre les humains, l'ami n'en souhaite pas moins être comme un soi-même séparé. Ainsi se poursuit en éthique et dans l'éthique de la philia le thème de la séparation qu'on a vu lié à l'essence. En premier lieu, dans la mesure où l'ami veut être un autre soi-même ou souhaite être un autre soi-même, il remet en cause les limites de la frontière de l'autos. Quand bien même il se heurte au fait de la séparation, il souhaite être comme un soi-même séparé. Il faut préciser qu'il y a dans le traitement aristotélicien de l'ami quelque chose qui n'a pas du tout à voir avec la sympathie ou à la participation à la conscience qu'a l'ami de sa propre existence. Bien plutôt avec le fait d'étendre son champ perceptif, d'étendre la sensation de son existence à celle de l'existence de son ami. Ce que disent, par-delà la séparation entre les humains, le vivre avec l'ami est ce qu'Aristote appelle sunaisthesis, de sun, qui signifie avec, et de aesthesis,
qui signifie sensation. Ce pourquoi, au passage, en effet, chez Aristote, l'amitié ne peut pas s'étendre au-delà d'un certain nombre de personnes, parce que étendre son champ perceptif, ça n'est tout de même pas une mince affaire, et elle n'est pas généralisable au cosmopolitisme, disons. Ce thème de la séparation permet également de formuler le statut de l'esclave par rapport au maître et le statut de l'enfant par rapport aux parents dans le cadre d'une théorie de l'individu et de l'individuation et dans une interrogation corrélative sur le commun. Il n'y a pas de commun entre le maître et l'esclave, et je renvoie ici au même article que je citais d'Anne Merker. Maître et esclave ne font pas un à eux deux. Ils ne font pas même un ensemble. L'esclave est la pure extension organique et instrumentale du maître. Il est un instrument séparé et animé comme un organe qui aurait obtenu sa séparation locale par rapport au corps de l'individu qu'est le maître. Il n'y a qu'un seul un, et c'est le maître, et donc rien de commun. L'esclave est en plus, mais il ne fait pas plusieurs. On a ici, ajoute Anne Merker, la figure non politique de l'unité sans la pluralité. L'enfant, à sa naissance, est une autre figure de la séparation. Étant encore assimilable à une partie du géniteur, il laisse voir une individualisation en cours. Il ne fait d'eux ni avec son père, ni avec sa mère. Il est déjà et encore en voie de séparation, d'individualisation. À la différence de ce qui se passe avec l'esclave, et de manière semblable à ce qui se passe avec l'ami, il y a de la philia entre l'enfant et ses parents. Et je cite un passage de l'Éthique Nicomaque. Les parents chérissent leurs enfants comme étant quelque chose d'eux. Os eoton ti onta. Autre passage. Les parents aiment leurs enfants comme eux-mêmes. En effet, ces enfants qui naissent d'eux sont comme leur autre soi-même par l'effet d'une séparation. To kekoristai. Il faudrait d'ailleurs comprendre la différence entre la séparation lorsqu'Aristote l'exprime par le verbe diairestai, qui signifie plutôt diviser, et la séparation telle qu'il l'exprime cette fois par le verbe chorizo. Dans le passage de l'Éthique Eudème que je résumais figure un troisième verbe de la séparation, diaspao. Aristote ajoute que les enfants aiment leurs parents en tant qu'ils viennent naturellement d'eux et que les frères s'aiment entre eux dans la mesure où ils sont venus naturellement des mêmes. Et il commente, je cite, « Leur identité avec ces derniers les rend identiques entre eux et de là viennent les expressions « être du même sang, de la même souche et autres semblables ». Les frères sont par suite la même chose en un sens, mais le traducteur traduit en des individus distincts, littéralement en grec dans des divisés. En dieiremenos. Le terme individu en fait ne figure pas dans le grec, mais peut-être dans l'idée des divisés. Ainsi, après l'ami, l'esclave, comme l'enfant, apparaissent comme des figures limites de l'individuation par les différentes manières dont ils incarnent la séparation. Et je reprends la conclusion d'Anne Merker dans son article. La différence entre l'enfant de condition libre et l'esclave, c'est que l'enfant est un individu humain en devenir, c'est-à-dire en cours d'actualisation, quand l'esclave n'est qu'un individu humain définitivement tronqué. L'amitié s'actualise dans le fait de vivre ensemble, dans ce qu'Aristote appelle le sutzen. Et il résonne de la manière suivante au chapitre 12 du livre 9 de l'Éthique Nicomaque. Ce qu'un homme est à soi-même, il l'est pour son ami. Pour ce qui le concerne, la sensation qu'il existe est appréciable, littéralement plutôt est un objet de choix, et c'est également le cas pour ce qui concerne son ami. Or, l'actualité de cette sensation se produit dans le vivre ensemble, c'est donc à juste titre que les amis visent à vivre ensemble. La limite qui procède de la séparation des humains est manifeste lorsqu'Aristote précise que l'existence de notre ami est presque autant un objet de choix pour nous-mêmes que l'est notre propre existence. Le vivre ensemble est également le cadre
de la synaesthésis dont je parlais tout à l'heure, qu'Aristote formule dans un passage qu'on pourrait analyser, qui précisément rassemble l'ami, l'esclave et l'enfant. Je le cite très rapidement, malgré le fait qu'il pose un problème de traduction sur lequel je dois passer en grandes enjambées. Nous considérerons comme marque d'affection le fait de partager la souffrance de quelqu'un, si ce n'est pas pour une raison étrangère à sa souffrance, comme les esclaves souffrent avec leurs maîtres parce que ces derniers sont durs avec eux lorsqu'ils souffrent. Ils ne souffrent pas pour eux, les esclaves ne souffrent pas pour les maîtres, mais comme les mères avec leurs enfants et les oiseaux qui partagent la douleur de leurs semblables. De fait, plus que tout, l'ami ne souhaite pas seulement compatir avec son ami, mais partager, si possible, la même peine, comme avoir soif s'il a soif. Et si c'est impossible, s'en approcher le plus possible. Ainsi, l'amitié s'illustre bien par la recherche d'une continuité sensible par-delà la séparation effective des individus qui la rend impossible. L'ami est celui qui souhaite non pas avoir soif en même temps que son ami, mais qui souhaite avoir soif de la même soif que celle qu'éprouve son ami. Pour parodier Wittgenstein, il désire avoir mal à la dent de son ami. Reprenons. Figures limites de l'individuation, l'ami, l'esclave, l'enfant sont également les figures limites de ce qui se dit autos, littéralement soi. Mais cette traduction d'autos par soi ne doit pas arrêter l'analyse, plutôt la provoquer. Et c'est ce que je dirais, à vrai dire, pour tout l'usage conceptuel des pronoms personnels dans les textes de l'Antiquité. On ne peut pas s'arrêter sur du moi, même s'il y a le pronom personnel moi dans le texte. On ne peut pas s'arrêter sur du soi, même s'il y a le pronom personnel soi dans le texte. Alain Petit, dans un article important, Aristote et le soi-même, a mis en évidence la variété des sens d'autos chez Aristote. Or, il importe d'établir la corrélation entre cette pluralité des sens d'autos, de soi, et la visée normative constante de l'éthique grecque sur laquelle je voudrais poursuivre à présent. Cette visée normative met en évidence de manière nette quelque chose qui vient à démentir l'individualité telle que définie jusqu'à présent, circonscrite dans les bornes de cet autos telle que mise en place par Aristote. L'individu singulière humaine mise en évidence par Aristote est présenté parfois comme le foyer d'une dualité et d'une tension interne. Cette dualité est la condition de la philia et particulièrement de l'amitié à l'égard de soi-même, ce qu'Aristote appelle la philotie, la philotia, de philos, ami, et autos, soi-même. Mais cette fois, précisément, dans le cas de soi-même, les parties sont impossibles à séparer. Tout ce qu'Aristote a dit sur l'ami se laisse renvoyer à l'individu seul, littéralement à ce qu'Aristote appelle l'un, à savoir se souhaiter d'abord l'existence, partager la vie et la souffrance, ne faire qu'une seule et même personne, ne pas pouvoir vivre même l'un sans l'autre et vouloir mourir ensemble. C'est ainsi que l'on est un. Et pour ainsi dire, qu'on est lié soi-même avec soi-même. Ou bien, pour le grec, qu'on a commerce avec soi-même. Donc il est très intéressant de noter qu'Aristote présente ce que nous pourrions appeler le rapport à soi dans le cadre de l'analyse qu'il donne de l'ami. Et qu'Aristote présente cette dualité de deux parties, cette fois impossible à séparer, comme la source de l'amitié à l'égard de soi-même, mais aussi comme la source de la différence entre humains, enfants et non-humains. Et là, encore une fois, dans un texte extrêmement difficile sur lequel il est impossible de sauter à pieds joints, disons, y a des éléments qui laissent voir que c'est précisément ce rapport de philia à l'intérieur de soi-même qui permet la distinction entre humain et non-humain. Mais je voudrais reprendre le texte vraiment très, très, très précisément et s'arracher les cheveux sur ce qu'on doit y sous-entendre. Chez Platon, l'individualité singulière est le siège d'une pluralité plus grande, pluralité qu'il importe d'harmoniser afin qu'elle soit viable.
Un passage du livre 8 de la République représente l'âme elle-même comme le siège d'une diversité très grande, articulant des monstres liés entre eux, eux-mêmes liés à des animaux, et à ce que Platon appelle pour la première fois, dans l'histoire de la réflexion occidentale en tout cas, ce qu'il appelle homme intérieur, et qui sera voué à une large postérité. C'est à partir de cette pluralité interne que se développe ce que j'appelle une politique psychique. De cette politique psychique, on peut rapprocher bien entendu l'analogie qui structure la République de Platon entre individu et cité tout entière, s'il faut traduire par individu ce qui se dit littéralement aner eis, homme un, et cité complète, olé, polis. Et on peut préciser au passage que la cité, dans ce contexte, ne provient pas d'autre chose que dans l'impuissance dans laquelle se situe ekastos emon, c'est-à-dire chacun d'entre nous, qu'on traduira peut-être pas individu, mais qu'on doit bien entendre en tout cas comme chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, en effet, n'est pas autarcique, ne se suffit pas à lui-même, mais a besoin de beaucoup de choses et d'être. Il est important de noter que cette politique psychique sera menée au mieux lorsque l'âme en viendra à dominer dans l'être humain, car il faut que quelque chose domine, dirige, commande l'âme, que Platon oppose au visage, comme une instance impersonnelle s'oppose à des traits individualisés. Cette instance est une instance rationnelle, également une instance divine. Or, ce que nous sommes, c'est précisément ce rationnel qui pense en nous et qui n'est pas un individu ou une singularité. Chez Platon, l'identité se trouve découplée de l'individualité ou de la singularité, et c'est d'une certaine manière ce qui se poursuit chez Aristote dans le statut qu'il accorde à l'intellect, intellect d'ailleurs séparé, ainsi que dans le stoïcisme auquel je vais venir. C'est précisément à partir du fait de cette pluralité dans laquelle l'éthique grecque tout entière vise à mettre de l'ordre, que va se développer dans le stoïcisme une réflexion nouvelle, bien que profondément ancrée dans une réflexion constante sur le platonisme. On peut isoler dans le stoïcisme bien des traits qui indiquent un développement de l'individualité. Par rapport à la pluralité psychique platonicienne, le stoïcisme impérial notamment développe une injonction à l'unité dont j'ai pu souligner qu'elle concourt à la circonscription d'un concept de la personne. Qu'es-tu avec ton âme tout entière ? Voilà une question qu'on retrouve chez Épictète et Marc Aurèle et qui use d'ailleurs du même adjectif holos qu'on a vu à l'instant caractériser la cité. C'est qu'il faut être quelque chose avec son âme tout entière. Je crois que c'est notamment dans le creuset de cette injonction que se trame la circonscription de ce que deviendra l'individualité moderne. On pourrait montrer également des éléments en ce sens chez Sénèque. Pour renouer un instant avec l'analyse physique, qui nous a servi de point de départ avec l'essence première aristotélicienne, il faut ajouter que le stoïcisme vient articuler de manière nouvelle le substrat et l'essence. Je suivrai les analyses de Victor Goldschmidt, qui souligne que l'individu, qui est la seule réalité reconnue par les stoïciens, existe en vertu de ce que le stoïcisme appelle sa seule qualité propre, idiospoion. Et il faut dire que le monde lui-même est défini comme l'être doué de qualités individualisantes formées à partir de la totalité de ce qui existe. En outre, tout comme l'univers est un système unifié, l'individu est un ensemble organisé, une sustasis. Goldschmidt renvoie d'ailleurs à un passage d'Aristote qui est extrait des Parties des animaux, passage également difficile que je citerai très rapidement juste pour l'ancrage de la pensée stoïcienne. Aristote y dit « Ce sont les espèces dernières qui sont substances et elles sont indivisibles en d'autres espèces, par exemple Socrate ou Coriscus. » Bon, il y a beaucoup de choses
à expliquer et à discuter sur ce passage, mais Goldschmidt s'en sert pour montrer que s'y joue le statut de ce qu'on peut appeler un universel individuel ou une individualité formelle. Or, et je le cite, quelle que soit dans l'aristotélisme la valeur et la portée de cette solution, tout se passe comme si, dans le stoïcisme, elle était généralisée et rendue entièrement cohérente. La substance stoïcienne est l'être concret à la formation duquel concourent une matière et une qualité déterminante, idiospoion en grec. À partir de l'opposition matière-forme, on pourrait dire que de la matière, la substance tire sa matérialité et sa réalité, de la forme, son information et son individualité. Mais cette interprétation dualiste méconnaîtrait, ajoute Goldschmidt, l'identité profonde des deux éléments. De fait, la matière stoïcienne a besoin, pour être pleinement réelle, d'être tirée de son engourdissement, de son inertie, par la qualité qui la détermine. D'ailleurs, c'est toujours à une matière qualifiée individualisée que nous avons affaire. À l'inverse, la qualité individualisante est elle aussi corporelle, donc réelle. Principe actif et pneumatique, c'est-à-dire de l'ordre du souffle, elle remplit pour chacun des êtres la fonction que dans le composé humain, Aristote aurait attribuée à l'âme. Ainsi, le réalisme stoïcien dépasse entièrement le dualisme entre matière et forme. On voit donc que ce qui, dans le stoïcisme, caractérise une individualité, c'est une qualité propre qui s'oppose à ce qu'on appellera une qualité commune. Et on trouve reconfiguré ce dont je parlais dans les catégories. La distinction se retrouve dans l'analyse du langage, au sens où le stoïcisme établit une distinction entre le nom et l'appellatif pour reproduire la distinction entre qualité propre et qualité commune. Le nom, onoma, met en évidence une qualité propre, par exemple Diogène, Socrate. Ce que les stoïciens appellent appellatif, prosegoria, signifie en revanche une qualité commune, par exemple homme, cheval. Cette distinction reproduit ce que nous connaissons pour notre part comme la distinction entre nom propre et nom commun, mais on voit que si les stoïciens ont tenu à les distinguer non pas comme deux variétés du nom, mais comme deux parties du discours, c'est bien pour marquer l'écart entre la qualité propre, qui est inscrite dans l'individu concret dont elle fait la détermination, et la qualité commune. Pour en revenir à l'éthique que j'évoquais tout à l'heure en renvoyant à l'injonction à l'unité dans le stoïcisme impérial, il n'est que de penser à l'importance entre éthique stoïcienne de la distinction, il n'est qu'à penser à l'importance dans l'éthique stoïcienne, il n'est qu'à penser à la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, ou au concept de la proairesis, volonté, choix, tel qu'il intervient chez Épictète et qui décrit en tout cas le pouvoir indéracinable, inaliénable que nous avons sur nos actions. Il n'est que renvoyer à ces distinctions pour mieux voir la manière dont le stoïcisme en éthique infléchit le traitement de l'individu. Dans la première séance du séminaire, Philippe d'Escola proposait d'expliciter l'individu en agent. C'est ici encore rencontrer le stoïcisme, et je renvoie à nouveau à Goldschmidt, et cause uniquement, dans le stoïcisme, l'agent, c'est-à-dire cet être seul réel qu'est l'individu. De même que tous les corps individus sont unifiés dans le système du monde, de même toutes les causes agissantes se ramènent à Dieu, cause unique. Cette précision peut nous ramener à une autre remarque de Philippe d'Escola qui parlait en régime analogiste de la référence à une singularité exceptionnelle, garantie de la permanence de la totalité ordonnée d'un méga-individu collectif qui peut ou non prendre la figure d'une abstraction. Et je pense là
à un texte nodal des lois de Platon d'une très grande richesse, qui est matrice d'ailleurs à mon sens de la théorie stoïcienne du destin, et à celui que Platon y appelle celui qui prend soin du tout. To tou pantos epi melumeno dans le texte, et qui me faisait déjà penser à celui qui donne la vie sur le terrain miré de Péricpitrou. On peut d'ailleurs lire dans le passage en question des lois une première figure du dieu stoïcien. Plutôt que d'individu, parler d'agent. En réduisant l'action à être une manière d'être de l'agent, le stoïcisme modifie une tradition qui insistait au contraire sur la primauté de l'acte sur l'agent, celle-ci étant peut-être le mieux à même de nous faire comprendre pourquoi, dans l'Antiquité grecque, sont impensables, je reprends le terme de Vernon, les confessions ou les journaux intimes, ainsi que la conceptualisation du moi tel que nous le connaissons. On peut se reporter, donc non pas pour ce que le stoïcisme modifie dans le sens de l'agent, mais pour ce qu'il modifie. On peut se reporter à ce que décrit très bien une phrase de Nietzsche dans la généalogie de la morale. Il n'existe pas d'être au-dessous de l'action, de l'effet, du devenir. L'agent n'est qu'ajouté à l'action, l'action est tout. Un passage de Jacqueline de Romilly va dans le même sens. Je la cite, « Même dans le cas des simples réactions individuelles, on ne trouve jamais le souci de faire sortir une conduite d'un moi intérieur. Les conduites des héros d'Euripide, comme presque toujours en Grèce, sortent des situations. Du reste, si les individus reçoivent un caractère assez bien défini, il l'est toujours du dehors. Jamais Euripide n'a imaginé que l'individu puisse constituer un monde clos, obscur. Il n'a cherché qu'à expliquer des actes et non à suggérer une vie profonde et secrète dont le déroulement serait intéressant en lui-même. De même, le héros homérique ne constitue pas un démenti à l'inscription essentielle de l'être humain dans un tissu social. Il n'y a pas d'agent extérieur à l'action, comme l'avait noté Meyerson. La pensée grecque n'a pas tendance à individualiser l'agent, en tout cas jusqu'au stoïcisme. Il est intérieur à l'action. Le stoïcisme, tout en prenant acte de l'importance considérable de l'action. Vernon le note d'une autre manière. Les exploits des héros valent en eux-mêmes et pour eux-mêmes, indépendamment en quelque sorte de celui qui les accomplit. L'exploit n'est pas la mise en œuvre d'une vertu personnelle, mais le signe d'une grâce divine, la manifestation d'une assistance surnaturelle. L'action est toujours en outre insérée dans un réseau d'actions. L'affaire n'est pas seulement sociale, elle est cosmique. Et ce que Foucault a trop minoré dans ses analyses du stoïcisme, le développement systématique de l'individualité dans le stoïcisme, sensible sur les plans physiques, logiques et éthiques, ne saurait se comprendre sans prendre en compte l'inscription de l'individu dans le cosmos. Je vous renvoie d'ailleurs à l'article de Jean-Pierre Vernant, Façon grecque d'être soi, qui renvoyait pour commencer aux travaux de Grothuizen. Je le cite, du sage antique, Grothuizen écrivait qu'il n'oublie jamais le monde, qu'il pense et agit par rapport au cosmos, qu'il fait partie du monde, qu'il est cosmique. De l'individu grec, on peut dire que de façon moins réfléchie et théorique, lui aussi est spontanément cosmique. Nombre de textes stoïciens insistent sur l'injonction éthique à ne pas s'emporter, à ne pas s'indigner de ce qui nous arrive, en restant rivés à ces motivations individuelles, mais à considérer ce qui nous arrive, à considérer les événements qui nous arrivent par nature dans l'horizon du tout. Une version avant la lettre de la recommandation cartésienne, plutôt changer ses désirs que l'ordre du monde. On peut se concentrer pour mettre en évidence cette pensée stoïcienne de l'individu inscrit dans le monde sur un passage d'Épictète dans les Entretiens. Je le cite rapidement. « Examine qui tu es, homme d'abord, c'est-à-dire un être qui n'a rien de supérieur à sa proairesis, à sa volonté, à sa faculté de choix, à laquelle tout le reste est assujetti, tandis qu'elle est elle-même affranchie et indépendante. Vois de quels êtres tu te distingues selon la raison, en grec le logos, tu te distingues des bêtes sauvages, du bétail. En outre, tu es un citoyen, une partie du monde.
non pas une partie destinée à servir, mais une partie maîtresse. Car tu as conscience du gouvernement de Dieu et tu te rends compte de l'enchaînement universel. Que promet un citoyen? De n'avoir aucun avantage propre, de ne décider de rien comme s'il était isolé, mais d'agir comme une main ou un pied qui saurait raisonner et aurait conscience de l'organisme naturel dont ils sont des parties, c'est-à-dire de n'avoir jamais aucune impulsion, aucun désir qu'ils ne se rapportent à l'ensemble. Le rapport de l'être humain à l'organisation dans laquelle il se trouve inscrit n'est pas seulement un rapport entre individus et collectifs, mais un rapport entre individus doués de logos à un collectif humain et cosmique ordonné, également doué de logos. On voit bien que, comme le soulignait Vernon, cosmique ne signifie certainement pas perdu, noyé dans l'univers. Rien de la détermination de l'individualité ne se perd dans son inscription dans le cosmos rationnel pour les stoïciens, et à ce titre, deux confusions symétriques me paraissent devoir être levées. La première, prenant l'inscription de l'individu dans le cosmos, le stoïcisme ne réduit pas pour autant son individualité, parce que se conformer à la nature, en s'inscrivant dans la synergie cosmique, qui est une synergie logique, requiert l'individu dynamique, l'individualité dynamique. On retrouve ici la pertinence de l'identification entre Zeus, nature et destin que réalise le naturalisme stoïcien. Le destin traîne celui qui ne veut pas, conduit celui qui veut. Se conformer à Dieu, au destin ou à la nature n'est donc pas du tout une soumission, mais requiert l'énergie individuelle la plus propre, celle de la qualité propre qui définit l'individu. Pourtant, et c'est la deuxième confusion à lever, cette énergie individuelle la plus propre n'a rien d'à proprement parler personnel. En effet, donc deuxièmement, la liberté dont il s'agit, la liberté de la nature propre, est affirmation du propre, certes, mais on le voit bien d'ailleurs dans le stoïcisme impérial, c'est une affirmation du propre qui va au-delà du propre. La liberté en moi, ma liberté de choix, ce que les stoïciens appellent ma proairesis, est en effet fondamentalement fragment de la divinité en moi. On retrouve ici mutatis mutandis, ce que soulignait Jean-Pierre Vernant à propos de Platon dans le même article. Je cite, « Même si en plaçant l'âme au centre de sa conception de l'identité de chacun, Platon marque un tournant dont les conséquences seront à terme décisifs, il ne sort pas du cadre où s'inscrit la représentation grecque de l'individu. D'abord parce que son âme, qui est nous, ne traduit pas la singularité de notre être, son originalité foncière, mais qu'à l'inverse, en tant que daimon, en tant que démon, elle est impersonnelle ou suprapersonnelle. Qu'en nous, elle est au-delà de nous, sa fonction n'étant pas d'assurer notre particularité d'être humain, mais de nous en libérer en nous intégrant à l'ordre cosmique et divin. Le stoïcisme en cela reste également platonicien. Il peut bien avoir, comme le dit Vernant, un espace privé où l'individu est maître du jeu. Mais cet individu n'apparaît jamais ni comme incarnant des droits universels inaliénables, ni, écrit-il, comme une personne au sens moderne du mot, avec sa vie intérieure singulière, le monde secret de sa subjectivité, l'originalité foncière de son moi. Il faut suivre, à vrai dire, la manière dont Benveniste, dans le vocabulaire des institutions européennes, a parlé de philos, pour revenir à cette notion. Il faut souligner que les modèles de l'action et de la vie engagent d'emblée l'altérité. Je ne rejoins pas d'emblée l'altérité, j'y suis. Et si je suis, c'est que je m'en extrais. Ce qui est donc, c'est le collectif. L'altérité ne s'entend pas comme le complémentaire d'un moi ou d'un soi, ce qui, au passage, condamne, à mon sens, l'usage conceptuel de ces pronoms dans ces contextes. Le collectif est un tissu de relations. Ce collectif issu de relations, voilà qui vaut aussi pour l'inscription cosmique de l'individu stoïcien caractérisé par une qualité propre que signifie son nom. Voici également qui vaudrait, si j'avais le temps d'en parler plus, pour Plotin, qui, conformément à la tradition orphique, soutiendra
que l'individualité est issue d'une faute ou d'une erreur. Dans la mesure où le temps passe, je pense que je vais me borner à résumer en quelques phrases ce que j'aurais pu développer plus. J'aurais voulu continuer de la manière suivante. Premièrement, évidemment, l'Antiquité grecque n'est pas homogène, elle s'étend sur beaucoup de siècles, et donc j'ai essayé de faire saillir quelques éléments importants pour la réflexion sur l'individu. Il y en a d'autres. Et particulièrement, je voulais souligner ce que probablement, mais c'est un objet d'étude, à la suite d'une tradition orphique, Plotin présente notre individuation, pour dire vite, comme une erreur. Donc là, il faudrait citer un certain nombre de traités où Plotin, dont je ne suis par ailleurs pas spécialiste, présente comme l'effet d'une audace notre statut individuel. Et l'effet d'une audace qui voit l'âme se détacher d'un maillage intelligible. À un moment, elle se détache. Elle veut être à elle-même, dit Plotin. Et voulant être à elle-même, elle se détache de ce qui la constitue de la manière la plus vraie. Et d'ailleurs, on pourrait développer, elle s'affaiblit. Étonnamment aussi, Plotin dit qu'elle se fatigue d'être avec un autre et que finalement son audace vient d'une forme de lassitude qu'on comprend mal dès lors que précisément ce maillage est le maillage authentique. Enfin, voilà. Ce qui est important, c'est que l'individualité est le fruit d'une erreur, d'un choix erroné, d'un choix audacieux et pour ainsi dire d'une mauvaise attraction. Donc encore une fois, il faudrait consacrer beaucoup plus de temps à cette affaire, mais comprendre que cette mauvaise attraction, que cette erreur de l'individualité s'opère au détriment d'un maillage intelligible que constitue l'intellect et qui se relie à une affirmation chez Plotin qui est panpsychiste. Mais il faudrait vraiment développer, et c'est l'objet plutôt d'une étude que d'un exposé à ce stade. On voit bien pourtant, malgré les différences, l'union par le maillage, que ce soit le maillage cosmologique chez les stoïciens ou que ce soit le maillage intelligible chez Plotin. J'aurais voulu ensuite, et pour finir, finalement ébranler totalement, c'est pour ça que je regrette en un sens de ne pas le faire complètement, ce que j'ai établi en faisant ce passage aristotélicien par l'ousia, par l'individualité, par le todéti et par la circonscription par la forme. Et c'était par deux moments qui je pense, sont très très intéressants pour le séminaire également et qui permettent également un passage à d'autres disciplines. Premièrement, je pense qu'il aurait fallu ou qu'il faudrait parler de Dionysos, au sens où Dionysos, vous savez, le dieu grec de l'ivresse, quand bien même il est une individualité divine, et à ce compte ce que dit Vernon des individualités ce que dit Vernon des dieux grecs vaut pour lui également, à savoir qu'il ne faut pas le penser comme une individualité divine, à la différence du dieu aristotélicien. Il n'empêche que Dionysos est une divinité particulière. Et il me semble que Dionysos peut être présenté, si on fait l'écart entre les disciplines, comme la divinité qui vient inquiéter le plus l'acquis de stabilité de Lucia. Là, on pouvait faire référence notamment au Bacchante d'Euripide, auquel Jean-Louis Durand a consacré tant d'analyses. On pouvait faire référence aussi, j'avais pensé à la première hymne à Dionysos, où justement à Dionysos étaient associés des traits d'animalité
autant que des traits de métamorphose. Et ce qui est très intéressant, je ne vous lirai pas le passage, c'est que Dionysos n'y est pas contre la forme circonscrite qui permet l'individualité définie comme la matière, mais comme le dynamisme sans la barrière de la forme, le principe de toute métamorphose, qui décide, et on le voit dans l'hymne à Dionysos, souverainement du passage d'une forme à une autre, au détriment de la durée naturelle qui est régulièrement associée à celle-ci, le passage d'une forme à l'autre étant réservé naturellement seulement à la génération. Deuxième point qui venait inquiéter cette circonscription par la forme du todéti de l'essence aristotélicienne, l'essence individuelle aristotélicienne, mais c'était de toute façon extraordinairement téméraire. Il faudrait s'attacher à la question de l'éternel retour et à la manière dont l'Antiquité grecque a proposé plusieurs modèles de l'éternel retour, en tout cas donc s'attacher à ce qu'on peut comprendre de l'éternel retour pythagoricien, s'attacher à ce qu'on peut comprendre de l'éternel retour stoïcien, s'attacher à la manière dont Aristote critique l'éternel retour pythagoricien, s'attacher à la manière dont Plotin amène son apport dans la matière, ceci m'amenant également à dire que Plotin est d'autant plus une étape importante qu'il pose dans un traité, le traité 18, la question de savoir s'il y a des idées des êtres individuels. Cette question se posant également, à coup sûr pour l'éternel retour, et se posant également pour ce qui est de ce dont je n'ai pas eu le temps de parler, à savoir l'eschatologie antique, c'est-à-dire le fait que, la métempsychose, c'est-à-dire le fait que nous connaissions différentes existences et que notre âme passe dans plusieurs existences. Simplement, si Socrate est une des existences de l'âme de Socrate, il est clair que l'âme de Socrate n'est pas nécessairement l'âme de Socrate, puisque l'âme de Socrate va être amenée à être Pythagore, par exemple. Je dis n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette question, elle est également dans le sujet. Donc, la question du traitement de l'identité individuelle, de la question des idées d'individus chez Plotin. Et il faudrait se reporter sur la question de l'éternel retour en tant qu'elle articule ces choses à une série d'articles très denses d'Alain Petit, tant sur la critique aristotélicienne de l'éternel retour pythagoricien que sur la question chez Plotin et la question chez les stoïciens. N'ayant pas fait vraiment ces pages, je suis un petit peu téméraire à vous en livrer la conclusion. Je m'autoriserai à le faire quand même si vous me le permettez. Et je conclurai en soulignant que de même que Dionysos, dérégulateur, apparaît comme l'instance paradoxalement régulatrice des identités individuelles en tant qu'elles sont circonscrites dans une essence, l'éternel retour qui paraît menacer l'unicité individuelle, puisque précisément elle n'a pas lieu qu'une seule fois, la dot en fait de la détermination la plus haute et apparaît par la répétition qu'il implique comme l'instance régulatrice de la variété cosmique. Je vous remercie. Merci Frédéric pour un exposé d'une extrême richesse et d'une richesse qui est presque désespérante pour les ethnologues, puisque si dans une tradition dont nous avons hérité et qui est connue, bien connue, discutée depuis longtemps, on arrive à trouver une telle diversité des conceptions de l'individu, on se demande comment nous autres, pauvres ethnologues spécialistes d'une culture dont on maîtrise plus ou moins la langue, pas toujours aussi bien que les hellénistes maîtrisent le grec,
on pourrait arriver à tirer des conclusions générales sur les sociétés que nous étudions. Et donc c'est un exposé qui nous incite à beaucoup d'humilité, nous autres ethnologues. Il m'incite moi-même à beaucoup d'humilité. Et je voudrais... alors, tu es intervenu, enfin, tu as exposé à la fin de ton exposé différentes pistes auxquelles je pensais pas à ces pistes en particulier, mais je me disais au fond que toute la première partie ou la plus grande partie de ton exposé était consacrée à ce qu'on pourrait appeler une théorie de l'individu, de l'individuation, etc., tels que les textes philosophiques, disons des textes canoniques, définissent cette théorie, c'est-à-dire ce que l'on doit penser à propos de l'individuation chez Aristote, chez Platon, chez les stoïciens. Et je me demandais, en t'écoutant parler, que dit de l'individuation de l'individu la tragédie, la comédie, la mythologie, les traités médicaux, la physique, puisque tu as parlé de l'agent, qui est dont tu as dit qu'il était submergé au fond dans l'action, qu'il n'apparaissait pas. Comment est-ce que l'agent apparaît dans la physique, dans une théorie des causes de l'action, etc. Et donc, au fond, comment puisque Jean-Pierre Vernant, comme on le disait tout à l'heure, faisait correspondre à chacune de ces catégories de l'individu dans la Grèce ancienne une forme d'expression littéraire, comment est-ce qu'au-delà de la théorie qui vient, en somme, normer ce que l'on doit penser de l'individu, est-ce que la Grèce, d'une façon beaucoup plus générale, et sur une période, comme tu l'as souligné, très longue, a pensé des manifestations de l'individuation ou de l'individu qui ne sont pas nécessairement reprises ou thématisées de façon systématique par la philosophie. Alors tu as commencé à apporter la réponse, bien sûr, à la fin, avec la figure de Dionysos, qui est par rapport à ce que tu nous disais d'Aristote, effectivement, fait bouger les frontières, la question de l'éternel retour, la question de la métempsychose, qui est absolument fondamentale, puisque Taylor dit, au fond, il n'y a pas de différence entre les animistes, ce qu'il appelle, lui, les animistes, qui croient à la métempsychose, et les Grecs. Donc, il y a une continuité profonde de ce point de vue-là, qui introduit évidemment du trouble dans la définition de l'identité numérique, etc. Donc, toute la question, au fond, c'est, je pense à une remarque que fait très systématiquement Jeffrey Lloyd, historien de la Grèce ancienne, lorsqu'il dit lorsque l'on s'intéresse à des concepts grecs, il faut chercher au-delà, au fond, de ce que les textes normatifs nous disent et regarder dans toutes les expressions possibles ce que ces concepts ont à nous dire. Donc, tu as amorcé des pistes, et évidemment, ces pistes, on est pris par le temps. J'aurais aimé qu'elles soient un peu plus développées, en particulier la question de la métempsychose, qui est tout à fait fondamental. Et puis il y a un autre aspect aussi. Je me souviens que dans ce texte de Vernant, au fond, il dit à un certain moment l'intériorité, il n'y a pas de moi parce que l'intime se manifeste dans le corps, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il a une expression, l'individuation s'exprime dans le corps plus que dans une intériorité qui serait une intériorité réflexive. Là aussi, on a quelque chose qui, au fond, n'a pas été repris tel quel par la tradition philosophique et dont on a hérité. Et ça, c'est un commentaire général, parce qu'effectivement,
pourrait consacrer la totalité des séances du séminaire à explorer ces différents points que tu as évoqués à la fin de ton exposé. Mais je voudrais te poser une question alors très précise. Tu as parlé de... C'est une question alors de philologique quasiment au début, donc de l'insécable, hein, de l'individu comme ce qui est un atome. Et tu as parlé donc de l'individuum romain. Et ce que je voudrais savoir, c'est si dans Aristote, l'insécable désigne pas simplement des humains, c'est-à-dire c'est des singularités, hein, qui sont ontologiquement indistinctes, ça peut être des humains, ça peut être un cheval, etc. Est-ce que dans l'individuum romain qui reprend ou latin, pardon, qui reprend cette notion de l'atomon, on a la même indistinction, ou est-ce que déjà dans l'individuum latin, on a quelque chose qui viendrait exclure les non-humains? Alors, pour répondre très rapidement à ta question, j'ai vraiment pas trop travaillé sur cette question-là, mais j'ai l'impression que oui, il y a des usages d'individuum qui sont pas strictement humains. D'accord. Mais j'ai vraiment, là, c'est une enquête à mener à part entière que, pour le coup, je n'ai pas menée du tout. Mais en tout cas, oui, je pense que ça... Parce que, au fond, dans la question de la genèse de l'individu en Occident, ces questions linguistiques jouent un rôle très, très important, c'est-à-dire à quel moment est-ce que tout d'un coup, l'individu, comme singularité, qui peut désigner n'importe quel étant, va se resserrer autour de la figure d'une intériorité, d'une individualité dotée d'une intériorité, etc., etc. Et donc, comment va se définir progressivement la figure du moi, hein. Alors oui, en plus, tout ça ne se recoupe pas forcément, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment il y a quelque chose comme une individualité qui se trouve circonscrite, à ce sens-là, que ça veut dire que c'est nécessairement du moi. Le moi, ça peut être une toute autre affaire. Alors, pour cette question-là, en tout cas, je peux renvoyer à un travail qui va être publié prochainement d'une personne qui a travaillé vraiment dans le monde latin et qui a énormément travaillé sur Sénèque. Et Sénèque joue un rôle très très important dans cette affaire-là. Ça tout de même, sans avoir travaillé moi-même de première main beaucoup, je le sais, c'est le travail de Marion Bourbon qui va publier une thèse vraiment sur cette question-là. Alors, pour revenir à ce que tu disais, en effet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Et il y a beaucoup de travaux dont je n'ai pas parlé non plus. Je pense, par exemple, là, hors champ philosophique, à toutes les analyses que Claude Calame a menées sur la notion, enfin, a travaillé, toute la manière dont il a travaillé sur la question de l'individualité, sur la question de la collectivité dans la parole poétique, dans la collectivité poétique, etc. Donc, ça, c'est vrai que j'ai vraiment choisi de chercher la circonscription pour ensuite l'inscrire. Et ensuite, je voulais l'inquiéter. Je n'ai pas eu assez de temps pour l'inquiéter assez considérablement. C'est sûr qu'il y a, enfin, pour moi, un terrain dans la tragédie qui est absolument considérable. Bon, il y a des ouvrages de Christopher Gill qui a, lui, pour le coup, travaillé sur l'épopée et sur la tragédie, sur ces questions-là. Bon, il y a des travaux en cours aussi sur... des travaux tout à fait novateurs sur la question homérique. La métempsychose. Alors là, c'est intéressant parce que tu dis, bien sûr, il faut aller voir ailleurs que dans les textes philosophiques. Aristote est un peu particulier quand même parce que je ne veux pas le défendre, mais il est absolument fondateur pour la circonscription et il est fondateur aussi pour les marges, avec l'enfant, l'esclave, l'ami. Et là, il y a quelque chose... Je voulais m'attacher à ça parce qu'il me semblait que justement l'histoire de l'individu, elle passait par une histoire de la séparation qui était une histoire de la séparation entre les corps. Alors, c'est pas métempsychose, j'y reviens. Ce qui est très intéressant, c'est qu'alors même que tu dis, évidemment, il y a d'autres choses à aller voir
que les textes des philosophes. Il y a énormément à étudier et énormément a été étudié aussi. Ce qui est intéressant avec la métempsychose, c'est que on la trouve là aussi. C'est-à-dire, je n'ai pas eu vraiment le temps d'y consacrer les développements que ça mériterait. Mais en fait, le fond de ce que dit Vernon, il vient bien là. Il vient bien de là. C'est-à-dire, il explique bien que s'il faut comprendre que l'identité, ça n'est pas une affaire de personnalité individuelle, ça a trait à l'âme, et que l'âme a trait précisément avec ce médium qui circule entre les différentes incarnations. Et finalement, c'est absolument central pour l'éthique platonicienne, par exemple. Et tout ce que ça... C'est une chose que j'avais pas mal exploré dans le séminaire comparatif qu'on a fait sur le destin. Si on prend un texte aussi fondamental que le mythe d'Air, on voit qu'il ne faut pas du tout le considérer de manière isolée comme un passage certes important, ouvrant une tradition, mais bon, un mythe, à la fin de la République, placé là. Mais qu'en fait, s'y fondent des choses qui ont trait à ce qu'il y a de plus profond dans l'éthique, à savoir, quoi ? Précisément, la question de la vertu et la question du vice, ou la question de l'excellence ou du vice, en tant que précisément, elles ont à voir avec l'inscription de l'âme dans telle ou telle incarnation, et dans l'affaire du choix des vies. Donc en fait, la question de la métempsychose, comment dire, elle est totalement au cœur de l'affaire théorique. Et je pense que, sans l'avoir travaillé comme l'a fait Alain Petit dans ses différentes publications, que la question de l'éternel retour, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument au cœur de la réflexion cosmologique et absolument au cœur de la réflexion individuelle, puisque ce qui, semble-t-il, fait une ligne de partage, c'est la manière dont on décide que l'éternel retour est un éternel retour intégral, si j'ose dire. C'est-à-dire tout revient à exactement tout, et moi actuellement en train de vous parler, et vous en train d'être assis sur ce siège-là, etc. Ou un éternel retour spécifique, où là, bon, c'est quelque chose de plus vague. Eh bien, ce qui se joue dans le choix, visiblement, entre ces deux éternels retours, c'est le statut de l'individualité, justement. Soit il y a une individualité que j'aurais envie de dire plus familière pour nous, c'est-à-dire un homme qui va naître et mourir, et qui ne reviendra pas, avec la mélancolie que ça peut impliquer, soit une pensée de l'individu qui est tellement déterminée que c'est précisément cette détermination qui va produire l'éternel retour à l'identique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il revienne. Donc en fait, ces questions-là, ce que je veux dire pour la métempsychose et pour l'éternel retour, pour la figure de Dionysos, c'est un peu autre chose, mais elles sont à la fois théorisées et à la fois, comment dire, plus transversales. Oui. C'est pour ça que je faisais référence à Tyler, parce qu'il est d'avis que la philosophie grecque est animiste. Oui. Et de ce point de vue-là, tu le confirmes. Oui, oui. Et toute l'affaire de Plotin, c'est-à-dire l'idée qui est aussi très importante, c'est-à-dire y a-t-il ou non des idées d'individus, elle joue là-dedans complètement également. C'est dans ce contexte. Je voudrais revenir sur ce que tu as mentionné très brièvement à propos de Benveniste, Philos, c'est-à-dire au fond l'idée que ce que je suis par soustraction ou par extraction de la collectivité, qui est très intéressante au fond parce qu'elle va à l'encontre précisément d'une théorie de l'individuation, de l'individualité ou du sujet qu'elle a pu se développer postérieurement en Europe, dans lequel le collectif, c'est l'agrégation des sujets et pas la soustraction, le sujet n'est comme soustraction. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet aspect? Parce que là, on a vraiment une césure, une discontinuité entre la pensée grecque et la pensée du XVIIe et du XVIIIe siècle, dont Pierre Guénantia viendra nous parler ici. Je pense que c'est cette chose qu'on retrouve, qui unit finalement toutes sortes de domaines, hein. C'est-à-dire que ce qui est premier, c'est le maillage. C'est le maillage social dans une civilisation de l'honneur qui justement
vaut pour la civilisation, les textes homériques, qui vaut aussi pour certaines analyses des vertus chez Platon. Par exemple, l'aidos, c'est clairement quelque chose qui a à voir avec un maillage social. C'est ces héros qui crient aidos au moment d'aller au combat. C'est quelque chose qui vaut cosmologiquement parlant, c'est-à-dire pour tout ce qui est normativement déterminé, comme le fait de ne pas faire valoir ses désirs au détriment de la conformité dynamique à l'ordre du monde. Et ça a à voir également avec cette analyse radicale de l'individualité comme ce qu'on pourrait, avant la lettre, voir comme déchéance, c'est-à-dire comme détachement par rapport à un maillage intelligible comme ce qu'on trouve chez Plotin. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand je parle de la considération de l'autre et que je dois avoir égard à l'autre, ou que je dois me tourner vers l'autre, ou que je dois me prolonger dans l'autre, je présuppose en effet que j'existe déjà comme séparé et que soit je dois me porter à cette altérité, soit je dois considérer qu'en moi il y a une sorte de curseur, une ouverture plutôt, moi je dirais, qui me permet une articulation. Et ça c'est très très important pour la réflexion sur l'intérieur dans ces pensées-là, c'est-à-dire que c'est un intérieur ouvert et que il y a justement cette place de l'ouverture qui me permet l'articulation à de l'autre. Mais là, l'affaire du maillage, c'est que même, comment dire, je ne vais pas vers l'autre, je n'ai pas en moi une espèce de clinamen pour m'articuler à l'autre, mais je suis fondamentalement lié. Et donc, ce qui peut être conçu comme un individu, et on voit bien la radicalité de la pensée de Plotin en ce sens, c'est seulement ce qui peut se prélever sur ce maillage. Et je pense qu'il y a beaucoup de normativité qui a trait à ce maillage. Normativité sociale, mais normativité cosmique et normativité intelligible. Alors, pas trop, oui, je poursuis cette discussion. Le christianisme a introduit évidemment quelque chose de très important, qui est le retour vers soi-même, la prière. On ne va pas rentrer dans l'affaire des confessions, justement. Non, je ne pourrais pas, d'ailleurs. En tout cas, ce retour vers soi-même qui suppose effectivement une dissociation du maillage dont tu parlais, et au profit d'un rapport exclusif avec Dieu. Il n'y a rien de semblable dans des formes de piété qu'on pourrait distinguer en Grèce avant la période, avant les débuts du christianisme. Alors, je ne suis pas vraiment compétente pour dire quelque chose de définitif sur cette question-là. J'ai beaucoup lu dans un sens qui n'est pas celui-là, en effet. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la question du rituel qui entre en jeu. Et la question du rituel a à voir avec le maillage social. Et la question du rituel a à voir avec ce que certains ont pu appeler l'extériorité des pratiques. Et donc, là, je pense au livre de Louise Bruy-Zeitman sur la question sur Essebeya. Ce que j'ai vu va plutôt dans le sens de ces rituels qui ne dessinent pas l'espace d'un commerce intérieur à soi-même dans quelque chose comme la prière. Alors, il se trouve que dans un colloque récent qui était consacré aux aveux de la chair et à leur récente publication posthume, je suis un peu revenue sur cette question-là, même si la question chrétienne n'est vraiment pas mon domaine, donc c'est pas très honnête d'en parler. Mais on peut voir, je ne sais pas si on peut trouver des formes de piété comparables à ce que tu décris. Je reste plutôt liée à cette affaire de l'articulation entre des humains, mettant en cause également des non-humains et des artefacts dans des pratiques rituelles.
Donc je ne vois pas exactement ce qui correspondrait. En revanche, je vois ce qui peut être transposé dans le maillage psychique d'un maillage qui ne l'était pas. C'est-à-dire que c'est ce sur quoi j'avais travaillé, en montrant que d'une certaine manière, il était possible, enfin que certains textes chrétiens qu'analysait Foucault dans les Aveux de la chair mettaient en jeu un maillage psychique dont on pouvait franchement se demander si leur modèle n'était pas providentiel. C'est-à-dire s'il n'y avait pas à un certain moment un transfert d'un maillage intégral du cosmos à l'intérieur, et que c'était du cœur de ce maillage que pouvait s'établir la piété que tu décris et le rapport à Dieu. Et pour pousser un peu plus loin cette idée de la, sinon en tout cas de la soustraction, je crois me souvenir que dans son article, Vernant évoquait les renonçants. Donc cette façon de s'extraire du monde qui caractérise une certaine étape de la vie personnelle de personnes dans le monde indien, et en général sont des brahmanes, des gens de haute caste. On n'a pas de figure du tout de ce type-là, c'est-à-dire précisément de gens qui s'extraient du collectif et qui font pas ressortir leur individualité pour autant, mais qui, par une sorte de geste de rupture, deviennent des individus. Alors là, encore une fois, je ne pourrais pas donner de réponse définitive, mais ce que tu demandes là, ça me fait penser à ce que souvent on est tenté, pas vrai, je ne pense pas qu'on puisse parler de renonçant, mais on parle d'une communauté un peu exceptionnelle, et Vernant en a parlé lui-même, c'est-à-dire les orphiques. C'est-à-dire que là, visiblement, et ça c'est des travaux en cours, très importants, je pense, c'est-à-dire que là, il y a visiblement, on ne peut pas dire qu'il y a... Là, il y a tout de même... Il y a tout de même une communauté orphique, il y a tout de même des orphiques. Donc, mais là, c'est un travail difficile parce que il y a, les textes sont très mystérieux, en différents statuts. Mais s'il faut voir une forme de marginalité par rapport à justement ces pratiques rituelles qui peuvent organiser la cité et maintenir le maillage social, c'est de ce côté-là qu'il faudrait chercher. Là, je pense que... Et là, il y a des liens possibles avec Dionysos, d'ailleurs. Mais bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je ne vais pas mobiliser les questions. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle.